Bonjour à toutes et à tous, je suis Debbie Jackson, présidente de Linkel, et c'est un plaisir de vous retrouver dans notre podcast Linkel fait sa table ronde, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un épisode dédié à la clean beauty, et pour ce faire, je suis ravie d'avoir à mes côtés Anouk Leïdeux et Kelly Njike. Merci à toutes les deux pour votre présence. Merci pour ton accueil. Merci Debbie pour l'invitation. Merci en tout cas de l'avoir accepté. Donc pour faire les présentations, donc Anouk Leïdeux est donc la fondatrice de FDB Green et Kelly Njike, donc la fondatrice de Mailesi Cosmetics. Exact. Alors, je vous laisse vous présenter. Dites-nous un peu votre parcours. Vous peut-être nous partager vos études et ce qui vous a mené justement donc, à la fondation de vos entreprises respectives. Vas-y. Eh ben, écoutez, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Donc Anouk Leïdeux. J'ai fondé FDB Green en 2021. Il faut savoir qu'avant, j'étais pas du tout dans la cosmétique. J'ai un parcours universitaire où j'ai fait un master en ressources humaines. Je me suis rendu compte très rapidement que c'était pas un milieu pour moi et j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai un père entrepreneur et en fait, depuis que je suis toute petite, j'adore avoir des projets, des idées, de créer des choses. Donc il y avait vraiment cette envie de faire quelque chose par moi-même, peut-être pour me prouver quelque chose, mais en tout cas, j'avais envie de faire et l'entrepreneuriat était le secteur, le domaine qui me correspondait le mieux. Donc j'ai rapidement, en fait, je me suis très vite lancée finalement parce que j'ai fait donc mon master, j'ai fait des différentes expériences en RH, dans des grands groupes, dans des petits groupes, et j'ai fait du commercial et après du marketing digital. Et en fait, j'ai lu un jour un rapport de l'ONU qui parlait de la figue de Barbarie, de tous ses bienfaits, que ce soit en agroalimentaire, que ce soit en cosmétique, que ce soit pour l'environnement et pour les agriculteurs. Et donc, je me suis dit, OK, j'ai envie d'entreprendre dans la figue de Barbarie. Donc, à la base, c'était pas du tout la cosmétique, mais c'était plus autour de cette plante que je trouvais extrêmement résiliente. Je trouvais que l'histoire de cette plante était belle et que finalement, ça s'adaptait parfaitement à nos enjeux actuels. Et donc, j'ai commencé en 2020 à trouver en fait des producteurs de figues de Barbarie dans l'idée en fait de travailler sur toute la notion de coproduit. Donc c'est une notion dont on parle beaucoup en cosmétique. C'est comment on utilise toute la plante pour éviter les déchets. Et donc l'idée c'était de répondre à un besoin d'abord en agroalimentaire et en cosmétique. Et c'est comme ça que j'ai fondé FDB Green en travaillant sur toute la plante et sur les différents produits. Donc à la base il y avait un jus de fruits que je commercialisais auprès d'Anne-Sophie Pic qui est une grande chef étoilée. Super. Je me suis cassé les dents sur ce marché-là parce qu'il y a très peu de marge. Donc mon effort commercial était assez poussé. J'avais démarché plus de 250 restaurants en très peu de temps. Finalement, les marges étaient assez faibles. Et donc je me suis tournée vers la cosmétique parce que c'était là où je me rendais compte qu'il y avait un vrai besoin, où il y avait une vraie valeur ajoutée, de proposer des matières premières françaises avec une vraie valeur ajoutée sur l'objectivation. Donc ce qu'on appelle l'objectivation, c'est tous les tests d'efficacité qu'on va faire. Et puis de travailler en fait sur des extractions qui sont dites douces, et on pourra parler un peu plus de tout ce secteur-là où aujourd'hui dans le monde traditionnel de la cosmétique, on est sur des extractions qui sont assez impactantes pour l'environnement, où il reste en fait des solvants dans les matières premières et donc il va y avoir un impact pour la peau. Donc voilà, donc aujourd'hui FDB Green, c'est des coproduits issus de la figue de Barbarie française qui sont objectivés. Et je commercialise à des marques de cosmétiques, principalement des petites ou des un peu plus grosses, sur le marché de la naturalité et sur le marché premium. Super. Waouh. Super parcours. J'ai trop parlé, Kelly. À toi. Au contraire, c'est ce qu'on aime. Donc, moi, Kelly Njike, moi, j'ai un parcours école de commerce, donc en marketing, publicité, avec une spécialisation luxe. J'ai une expérience corporate d'une dizaine d'années en tant que chef de produit, donc branding, stratégie marketing, lancement de produits, donc tout ce qui est opérationnel également. Et moi aussi, j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneuse. En fait, je suis très, très créative. Et d'une manière générale, j'aime bien faire beaucoup de choses. C'est pour ça que le métier de chef de produit, en fait, me correspondait parfaitement. Parce que quand on est chef de produit, on est chef d'orchestre et on gère en fait un lancement produit de A à Z avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et moi, en fait, le lancement de ma marque est né d'une expérience personnelle d'une manière générale, mais aussi d'un constat qui était que je n'arrivais pas à me retrouver dans les marques présentes
quand je lançais à l'époque, quand je réfléchissais en tout cas à l'époque à ma marque, c'était très compliqué de trouver des marques qui correspondent aux peaux noires, moi peau noire, mais métissée et mat aussi également, parce que j'avais énormément d'amis à chaque fois que j'allais aux États-Unis qui me disaient ramène-moi tel produit. Et c'est vrai que dans mes voyages, la chose à laquelle je pensais côté beauté, c'est il faut que je me fasse une valise en fait de beauté pour pouvoir ramener ici en France. Et puis, j'ai toujours aussi voulu mettre un pied dans le domaine des cosmétiques parce que moi, de base, j'ai pas non plus, en fait, une expérience en cosmétique. J'ai toujours voulu travailler dans ces groupes-là, mais quand tu ne viens pas de ce groupe, de ce type d'industrie-là, c'est très compliqué d'y rentrer durant ton parcours professionnel. Donc, après plusieurs refus, je me suis dit, mais attends, en fait, je sais comment lancer des produits. Toute la journée, je fais ça. Études de marché, je sais comment le faire. Des briefs R&D, je sais comment les faire. Et moi, je viens de l'industrie chimie, donc on va dire que c'était assez facile, en tout cas pour moi, avec certains vocabulaires, de pouvoir faire des briefs. Et je me suis dit, je vais me lancer moi-même. Donc, j'ai commencé mon étude de marché. J'allais, par le biais de mes stages et de mes expériences à l'étranger, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de salons et, on va dire, d'alimenter mon carnet d'adresses, de faire pas mal d'études de marché, d'études qualitatives, quantitatives. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, j'étais pas la seule à avoir ce besoin. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc, Melessi, qui est une marque de cosmétiques. Et l'objectif, c'est vraiment de redéfinir la beauté essentielle avec une vision forte, c'est-à-dire créer des essentiels, des produits de soins et de maquillage, à la fois inclusifs, efficaces, enrichis en ingrédients naturels, qui vont vraiment s'adapter à toutes les carnations, avec une attention particulière portée sur les peaux riches en mélanine. Voilà. Bravo. J'adore. C'est comment se créer son propre produit quand on n'a pas la solution devant soi, quoi. Clairement. Exactement. Très inspirant, merci. Ma question suivante, c'était du coup, quel était votre déclic entrepreneurial, mais quelque part, vous y avez un peu répondu. Toi, nous, de ton côté, avec déjà un père qui était déjà entrepreneur, au final, t'es parti sur ce segment-là, mais tu te sentais au final que t'allais pas... que, on va dire, la voie du salariat n'était pas forcément peut-être faite pour toi et qu'au final, peut-être être à ton compte te correspondait le plus. Oui, je pense que ça venait vraiment d'une envie profonde de liberté. Et puis, on peut rediscuter de ce que c'est la liberté en tant qu'entrepreneur, parce que ce n'est pas non plus le cas tout le temps. Mais je pense que c'était une profonde envie de faire mon propre chemin, d'essayer plein de choses. Je crois que j'avais aussi un problème avec la hiérarchie et les ordres. Et puis l'envie de faire les choses à ma façon. Et je pense que, en fait, c'est mon parcours entrepreneurial, finalement, les 2 premières années qui ont été chaotiques, mais qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont permis, en fait, d'intégrer l'industrie de la cosmétique. Parce que, comme Kelly le disait si bien, en fait, quand on arrive dans ce monde-là, c'est une industrie qui est très opaque. Donc moi, je me rappelle vraiment d'être arrivée sur un salon d'ingrédients cosmétiques et je voyais des entreprises où il y avait des molécules de partout, de la chimie de partout, et je me disais, mais en fait, je ne suis pas ingénieure, j'y connais rien, qu'est-ce que je fous là ? Ouais. Moi, je suis là, je presse mon huile, alors parce qu'au début, je faisais tout. Donc, je ramassais, je récoltais, je faisais sécher les pépins, je transformais les pépins, je faisais le jus. Ah, tu faisais tout toi-même ? Je faisais tout. Ah, je faisais tout. Et donc, je suis arrivée là en me disant, waouh, mais qu'est-ce que je fais, moi, avec ma petite huile dans ce milieu-là ? Et en fait, il y a vraiment eu ce sentiment où je me disais, mais en fait, moi, ce que j'aime faire, c'était hyper profond. C'était vraiment de me dire, ce que j'aime, c'est la relation avec les agriculteurs. C'est de voir ce qu'ils font, de faire connaître leur travail et de corréler la beauté du monde agricole avec le monde de la beauté. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu l'opportunité de travailler en fait en freelance pendant 1 an avec une boîte où j'ai pu développer des ingrédients et j'ai pu rencontrer plein d'agriculteurs. Et en fait, finalement, cette boîte m'a laissé l'opportunité de faire ça, alors que je n'avais pas un diplôme d'ingénieur. Et c'est vrai qu'on demande ça sur ce type de poste. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais passionnée. Et finalement, je sais que c'est toujours la passion qui m'a guidée. Alors, parfois, ça nous emmène dans des chemins qui sont étriqués, ou parfois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout ? Mais finalement, c'est comme ça que j'ai pu vraiment me rendre compte que ce que j'aimais, c'était créer du lien en fait, avec les agriculteurs et les marques de cosmétiques qui recherchent
un peu ce que Kelly fait avec sa marque. C'est comment en fait on répond aux enjeux des consommateurs, comment on apporte de la naturalité dans nos produits avec un ancrage territorial, avec un ancrage local ou alors avec d'autres valeurs qui sont assez fortes. D'accord. Inspirant. Et moi c'est aussi, on parle de passion, et moi, mon objectif, c'était surtout, le déclic, tu parles de déclic, c'était surtout cette volonté profonde, à mon échelle, de pouvoir apporter une réponse positive à ce désir d'inclusion et de diversité. Et en ayant fait justement cette étude de marché, en ayant construit justement une communauté de personnes passionnées par les cosmétiques et passionnées par Mélicie également, on sent vraiment une réelle attente de la part des consommateurs. Moi, j'échange énormément avec les clients de la marque. Je suis très, très, très proche de la communauté, puisque c'est elle qui a permis justement à ce que la marque soit lancée, puisqu'on a fait une première campagne de crowdfunding il y a quelques années. Et ce qui a beaucoup plu justement dans ma marque et dans le projet, c'est que je portais vraiment les valeurs avec sincérité, avec authenticité, justement de pouvoir développer des produits adaptés, de pouvoir aussi inclure cette inclusion dans tous les process en fait de développement de la marque, parce que c'est pas juste mettre des modèles noirs et dire ça y est, on est inclusif. C'est ce que j'allais dire, tu les as vraiment inclus dedans dans le process. Dans le processus, voilà. C'est hyper important, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire que c'est vraiment à tous les niveaux en fait de développement, tous les niveaux du mix marketing, toutes les valeurs. C'est vraiment ancrer ça en fait vraiment de manière sincère, et je pense que c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va plus consommer qu'un produit, on va vraiment consommer des valeurs, une vision. Voilà, donc moi, c'était vraiment en tout cas mon objectif premier, et c'est ce qui me booste au quotidien, c'est de voir en fait qu'il y a une vraie attente, et que grâce à la marque, j'arrive justement à pouvoir donner des sourires avec mes produits. Donc voilà, c'est ça. Et ça continue encore aujourd'hui, donc en tout cas, bravo. Merci. C'est très vrai ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, quand moi je le vois avec mes clients et mes prospects, en fait, aujourd'hui, on ne recherche plus juste un produit. Exactement. Parce qu'il y en a plein, il y en a énormément. Il n'y a jamais eu autant de marques de cosmétiques qui se sont créées en un an. Je ne sais plus les chiffres, mais c'est absolument énorme. Parce que je pense qu'il y a une accessibilité aussi de créer sa marque. Et aujourd'hui, c'est comment tu apportes de la valeur ajoutée à tes clientes, aux consommateurs, et pas juste un énième produit qui te promet monts et merveilles. C'est comment tu t'adaptes en fait à la demande. Exactement. Et aujourd'hui, en plus, tout à l'heure, on en discutait un peu en off, il y a aussi des consciences qui sont beaucoup plus éveillées aujourd'hui, notamment sur la naturalité. On veut absolument savoir qu'est-ce qu'on met sur notre peau, les actifs, les ingrédients, quels sont les bienfaits. Et je pense que c'est hyper important aussi d'être transparent aussi là-dessus. Et en tout cas, moi, j'ai fait le choix de pouvoir justement combiner toutes ces attentes-là. Aussi bien le côté inclusif que le côté justement un haut pourcentage de naturalité et une sélection d'actifs bien précise. Justement, j'allais rebondir là-dessus sur la sélection des produits, parce que moi, en fonction de, par exemple, là, tu es sur la figue de Barbarie, pourquoi la figue de Barbarie spécifiquement et peut-être pas une autre figue, ou peut-être un autre fruit, par exemple. Et toi aussi, sur les produits, comment... quand on n'est pas, on va dire, je sais pas, chimiste de base, comment identifier quels produits naturels on peut exploiter et pour ensuite transformer pour avoir justement donc, toutes les propriétés qu'on va pouvoir utiliser sur notre propre peau. Alors la figue de Barbarie, avec du recul, ça répond vraiment au concept du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est quoi ? C'est, en fait, on s'inspire de la nature, parce que dans la nature, il y a tout ce qui peut être lié à l'innovation. Et du coup, moi aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je me rappelle des étés dans le sud de la France où il y avait des figuiers de Barbarie. Je me disais, ok, c'est une plante qui pousse alors qu'il y a énormément de soleil, personne ne les arrose et personne n'en fait rien. Mais cette plante, elle est adaptée finalement à notre climat. Et quand j'ai commencé à regarder un peu ce que c'était la figue de Barbarie, donc il y a plus de 250 espèces, il y en a quelques-unes qui poussent en France. Moi, je travaille sur 2 différentes espèces, en fonction en fait des coproduits qu'on peut aller récupérer dessus. Mais l'idée, c'était de se dire comment on valorise finalement ce qui nous entoure, donc sans créer en fait de nouvelles cultures qui feront concurrence à l'agroalimentaire, parce que ça c'est vraiment un de mes principes qui est important. C'est-à-dire que le monde de la beauté, c'est censé apporter du beau, du bien-être, mais ce n'est pas essentiel. Donc ça veut dire que je n'ai pas envie de créer quelque chose qui pourrait faire concurrence à ce qui est essentiel, c'est l'alimentation. Okay. Et la figue de Barbarie, finalement, c'est une plante qui est résiliente.
Déjà, on peut faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, mais aussi... Tellement. Vous savez de quoi je parle. Mais c'est aussi une plante qui répond à tous nos enjeux actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le sud de la France, je travaille avec des producteurs qui sont des vignerons de base. Mais en fait, c'est une région qui a tellement été touchée par le réchauffement climatique, par les engrais, par les pesticides, que les sols, ils sont pauvres et qu'ils doivent absolument trouver, alors sans remplacer la vigne, bien évidemment, parce qu'on aime trop la vigne, sans remplacer la vigne, mais trouver, en fait, comment se diversifier. Et la figue de Barbarie en fait partie, parce qu'en fait, ça peut soit se mettre en haie, donc là, on répond vraiment à des enjeux d'agroforesterie, soit on peut la mettre en culture, mais pas en monoculture, pour que ça fasse, en fait, qu'elle soit complémentaire aux autres productions. Et du coup, la figue de Barbarie, ça répond à tout ça. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils ont de la main-d'œuvre, mais après les récoltes de la vigne, après les vendanges, ils ne vont pas utiliser cette main-d'œuvre. Donc déjà, ils vont faire de l'optimisation opérationnelle en utilisant la main-d'œuvre. Donc ça vient après. Et en plus de ça, cette plante-là, elle regorge de bienfaits. Et en fait, dans toute l'histoire, donc c'est une plante qui est originaire du Mexique. Donc déjà, on voit le climat mexicain. C'est une plante qui est utilisée en cosmétique, en agroalimentaire. Donc en fait, si elle est là depuis plus de 500 ans en France, ça veut dire qu'on peut l'utiliser, qu'on peut utiliser ses bienfaits. Ouais. Donc finalement, ma réflexion, il n'y avait pas besoin d'être chimiste pour ça. C'était juste de regarder autour de soi et de se dire comment on valorise ce qui nous entoure. Ouais, c'est exactement ça en fait. Quand on ne vient pas forcément justement du milieu, l'objectif numéro 1, c'est de se former, s'informer également. Moi, j'ai fait beaucoup de salons. Je suis énormément aussi entourée. Pareil, des salons dédiés aux actifs, de prendre de l'information, demander, s'enrichir justement de tout ça pour pouvoir construire un brief en fonction aussi des attentes du produit, des bienfaits, des personnes ciblées, etc. Donc voilà, pareillement, c'est beaucoup de prise d'infos. Et j'aime bien dire, en fait, quand on ne sait pas, il vaut mieux en tout cas s'entourer. Donc moi, je me suis beaucoup aussi entourée d'experts, de chimistes aussi, de personnes aussi très calées justement en actifs pour être sûre de ce que j'allais mettre aussi dans les produits et tout simplement pour être au fait de ce qui se fait aujourd'hui, au fait des attentes des consos, au fait des bienfaits justement que peuvent avoir tel ou tel actif. Donc voilà, c'est aussi un petit peu comme ça que j'avance au quotidien et en espérant être encore plus experte d'ici les prochaines années. Mais en tout cas, on se débrouille bien. En général, le temps permet justement à l'expérience d'être plus profonde. Donc, Voilà. Oui, puis c'est vrai, ce que tu dis, c'est de s'entourer. C'est-à-dire que quand on ne sait pas quelque chose, on n'est pas chimiste. Exactement. On a des experts réglementaires, on a des laboratoires qui nous aident justement sur des sujets qui sont tellement techniques qu'il vaut mieux laisser ça à un expert. Et puis le marché des cosmétiques est tellement aussi réglementé qu'on ne peut pas non plus se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc c'est très important, effectivement, surtout la partie réglementation, d'être aussi entouré. Donc voilà. Et justement, je voulais rebondir, parce que tu l'avais mentionné à un moment donné, Anouk, sur la partie justement réchauffement climatique. Comment vous arrivez à anticiper ? Parce que du coup, l'impact, on va dire, sur justement tout ce qui va être le climat, impacte justement comment les ressources naturelles que vous récoltez vont, on va dire, pousser, etc. Puis peut-être ça risque d'altérer aussi justement le produit. Est-ce que vous arrivez un peu à vous y retrouver de ce côté-là ou c'est pas spécialement impactant ? Alors moi, je travaille avec justement des gros labos donc, qui ont des normes hyper importantes, déjà qui ont des valeurs en termes de sustainability, développement durable, etc., qui sont quand même très élevées. De même, dans mon brief, c'est aussi une valeur qui est hyper importante pour moi. Et on s'assure justement que dans toute la chaîne de production, que tout soit fait de manière durable. Donc ça, c'est hyper important. Donc moi, à mon niveau, si tu veux, comme moi, je suis côté marque et elle a un peu, on va dire, en bout de chaîne, entre guillemets, c'est plus du côté justement du laboratoire et de leur justement processus de fabrication qu'il faut s'assurer qu'en termes de toutes les normes, ils soient justement OK là-dessus. Donc tout ce qui est aussi sourcing, c'est le sourcing, c'est la chaîne de développement. Donc en tout cas, on s'assure que tout est OK là-dessus. Ça marche.
Et pour moi, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on est hyper complémentaires. Ouais. Moi, je suis vraiment sur l'amont, Oui. ingrédientiste. Ouais. Et Kelly, c'est la marque, c'est elle qui va vraiment aller prôner les valeurs, Ouais. tout ce que tu viens de dire, de sustainability et puis aussi d'inclusion. Moi, la FIC de Barbarie, en fait, ça répond à ça. C'est-à-dire que moi, ce que je revendique aujourd'hui, c'est du local. Alors, je ne crache pas du tout sur les filières qui sont internationales parce qu'il y a énormément de valeur ajoutée, ça crée de l'emploi, il y a de très très belles matières. Moi, mon créneau, c'est de dire je veux faire de la FIC de Barbarie en France pour permettre à des agriculteurs dans le Sud qui voient leur sol, qui voient le climat, qui voient la météo changer. Et du coup, ça a un impact sur leur production. Okay. Donc finalement, la FIC de Barbarie, en fait, ça répond à ça. Ça répond à... C'est une des solutions qui permettrait de s'adapter au réchauffement climatique. Et donc pour revenir sur, ça tombe bien, pour rebondir sur ton propos, par rapport à tout ce qui va être réglementation, clairement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est très réglementé. Comment ça se passe clairement quand on veut se lancer dans ce secteur-là ? Mais quand on veut se lancer dans ce secteur-là, sur la partie réglementation, parce qu'elle vient quand même un petit peu après. D'accord. Déjà, il y a toute la partie justement brief R&D, t'assurer que ta formule te correspond parfaitement. Tu as tous les tests aussi de stabilité, de compatibilité avec ton packaging qui met quand même un certain temps, c'est minimum 3 mois. Donc il faut que dans ces 3 mois, que le test soit concluant avant de passer justement sur la partie réglementaire pure et dure, c'est-à-dire construire tout un dossier pour pouvoir justement l'enregistrer sur le portail européen. Donc ça, c'est des personnes agréées, des entreprises agréées ou même ton laboratoire qui est agréé, qui a la possibilité justement de monter tout ce dossier. Il y a énormément de documents, parce qu'il faut savoir toutes les matières premières, d'où elles proviennent. 12 000 pages. Pas 12 000 pages, mais presque. D'où proviennent tes matières premières, comment est constitué ton pack, avec quels matériaux, tu vois, le pourcentage de chaque ingrédient. L'objectif étant, si jamais demain, il y a une personne, je ne sais pas moi, qui tombe malade avec tes produits, au moins tout est tracé et tu es protégé surtout. Normalement, on n'est pas censé mettre un produit sur le marché tant que cette étape n'est pas faite. Ouais. Après, à chacun ses responsabilités, mais c'est hyper important. Et une fois que ton produit après est enregistré dans ce portail-là, tu as une notification et après tout est OK pour pouvoir le commercialiser officiellement sur le marché. Effectivement, ça prend du temps, c'est aussi coûteux, donc c'est quelque chose que tu dois aussi budgétiser en amont. Et après, ce qui est bien, c'est que ton labo, en fait, que tu passes par ton labo ou une entreprise externe, elle t'accompagne dans tout. D'accord. Voilà, elle t'accompagne dans tout le processus. Et donc, ce qui fait que tu n'es pas perdu. Enfin, moi, je serais incapable de le faire toute seule parce qu'il y a énormément de technicité, en fait, dans tout ça. Et c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Donc, encore une fois, on s'accompagne, on délègue ce qu'il y a à déléguer quand on n'est pas expert. Mais par rapport à ça, du coup, quand tu choisis ton labo, il faut aussi que quelque part le labo il soit en adéquation avec ton projet. Bien sûr, bien sûr. Après, généralement, les labos quand même, ils sont au fait de tout ça. Je pense que c'est une des parties. La plus importante avant de pouvoir se positionner en tant que labo. Et puis après, encore une fois, quand le labo n'a pas forcément la capacité de le faire, on le délègue, mais charge à eux de justement mettre à disposition toutes les informations, tous les documents, tous les tests, etc. Parce que pareillement, quand on est dans ce processus-là, toutes les allégations, tous les bénéfices qu'on a claimés en fait sur le packaging sont vraiment revus et on s'assure qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi non plus, surtout qu'il y a des claims, des bénéfices qui sont vraiment réglementés en fonction justement des actifs que tu choisis, en fonction des tests qui ont été effectués. Par exemple, je ne peux pas dire qu'on vient aux peaux sensibles ou tester dermatologiquement si ça n'a pas été le cas. Ouais. Tu vois, tu as aussi des claims comme nourrissant ou hydratant, un des deux qui est aussi très réglementé aussi. Donc il y a tout un panel de tests. Surtout, c'est des mots qu'on voit souvent, très souvent sur les produits Tout un panel de tests aussi qui doit accompagner tout ce que tu revendiques sur ton packaging ou sur tes fiches produits. Donc ça, c'est hyper important. D'accord. Et après, effectivement, tu as aussi des mentions légales obligatoires que tu dois apposer sur ton packaging externe, par exemple. Et ça, forcément, si tu n'es pas du milieu et que tu te dis, de toute façon, c'est mon packaging externe, j'y vais,
non, il faut vraiment que toutes les informations soient accessibles pour le consommateur final. Surtout quand tu as beaucoup le côté marketing qui joue pas mal sur les mots. Effectivement. Tu vois le Made in France, mais c'est pas parce que c'est Made in France que c'est forcément bio. Enfin, tu vois, tous ces détails aussi où des fois... Pareillement, pour claimer bio, tu vois, il y a aussi toute une charte autour de ça. Donc vraiment, tout doit être contrôlé. Il faut faire très attention. C'est vrai qu'en marketing, on a tendance à vouloir vendre du rêve, à enjoliver, etc. Donc les marketeurs et puis les scientifiques ont toujours, tu vois, la bataille de attention, ne dites pas non plus tout et n'importe quoi. Mais voilà, d'où l'avantage justement de pouvoir avoir ce double regard et au moins être nickel une fois que le produit est enregistré et bien notifié dans le portail européen. Et voilà, et puis il y a plein de chargés réglementaires qui sont indépendants. Qui font payer le... Alors pour toi, c'est le dossier. C'est le dossier. C'est le DIP. Moi, ça va être fiche technique, fiche de données de sécurité. Pour aller plus loin, il peut y avoir un dossier TOX, donc pour voir en fait vraiment si la matière première a un effet sur la peau, s'il y a de la biblio dessus, et s'il y a des tests qui sont obligatoires pour compléter le dossier TOX. Tu as des dossiers Ecotox aussi pour voir la dégradabilité du produit, la biodégradabilité. Okay. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble de documents qui sont obligatoires quand tu veux lancer donc soit un ingrédient sur le marché, soit un produit cosmétique. C'est deux réglementations qui sont légèrement différentes, mais qui sont assez complexes. Et pour les ingrédients naturels, donc je vais parler de ce que je connais. Moi, j'ai deux ingrédients. Donc, il y a un ingrédient qui est aqueux et un ingrédient qui est huileux. Donc, déjà, ce n'est pas la même réglementation. D'accord. Mais dans tous les cas, il y a fiche technique, fiche de données de sécurité. Et ça, pour moi, c'est ma chargée réglementaire qui s'en occupe parce que je ne suis pas habilitée parce que je n'ai pas envie de prendre de risques pour mes clients. Bien sûr. Et que je veux que ça soit simple à formuler pour mes clients. Donc, je veux qu'eux, ils aient le dossier et que ça soit plus facile pour le dossier réglementaire après, parce que je sais que c'est une corvée. Donc l'idée, c'est vraiment en fait d'avoir quelque chose de traçable du champ à l'extrait pour qu'ensuite les marques puissent utiliser cet extrait-là dans leur formule. Autre question, donc bien évidemment sur on va dire la vision que vous avez sur vraiment sur votre entreprise et sur vraiment l'impact que vous voulez apporter. Est-ce que vous avez réussi vraiment à l'imposer? Alors bien évidemment, donc vos clients, oui, je m'en doute, sinon vous ne seriez pas là. Mais au-delà de votre client, est-ce que vous arrivez à quand même à imposer cette vision-là de vraiment de la clean beauty en fait, de manière générale? Alors effectivement, d'un point de vue client, je pense qu'on a compris. Je pense qu'on est bon. Il y a énormément de clients qui consomment mes lessives. Quand je dis énormément, c'est aussi à mon échelle, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des personnes qui adhèrent aux valeurs. Comme je le disais, je discute beaucoup avec les consos. On me laisse aussi beaucoup d'avis, de commentaires. C'est une communauté qui est très engagée, avec laquelle je développe aussi la marque. Et donc, ça me permet justement de toujours avoir un œil sur leurs attentes et de pouvoir y répondre correctement. Donc, en termes d'impact sur la communauté, je pense que voilà, on est très bon, notamment avec le rebranding qu'on a fait très récemment, où j'ai pu réimposer à nouveau le positionnement, reparler des valeurs, reparler de la vision justement de mon ambition de simplifier justement la beauté. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais l'objectif aussi derrière Mélissi, c'est d'avoir vraiment des routines beauté simplifiées avec des produits hybrides, donc qui sont à la croisée du soin et du maquillage, pour ne pas avoir en fait 1 milliard de produits à utiliser dans sa routine, mais plutôt miser sur des essentiels efficaces qui correspondent justement au quotidien des personnes que je cible. C'est-à-dire, on est toutes très très occupées, on est sur des produits on the go, efficaces avec des résultats visibles et sans faire l'impasse jamais sur la performance, sur l'éthique et surtout sur le plaisir. Parce que quand même, à la fin de la journée, il faut quand même prendre plaisir justement à prendre soin de sa peau et à se maquiller. Et après, d'une manière plus large, est-ce que j'ai réussi à impacter je pense quand même un petit peu, puisqu'il y a eu quand même des retombées presse, des personnes qui m'ont approché justement pour pouvoir parler de ma vision, parler de la marque, parler de mes ambitions. Donc j'estime que quand on vient me chercher justement pour pouvoir soit participer à des événements, à des conférences ou alors participer à des articles presse, c'est qu'il y a quand même un intérêt justement dans une industrie où il y a énormément de challenges.
Donc, notamment, justement, comme on disait tout à l'heure, sur l'inclusion, la diversité et la clean beauty. Donc, j'espère, en tout cas, que sur les prochains mois à venir, prochaines années, il y aura encore plus d'impact et plus d'initiatives aussi comme celle-ci. Il y a encore plein de choses à faire dans le milieu de la beauté. Je pense qu'effectivement, c'est un milieu où il y a beaucoup d'acteurs, mais on a tous, je pense, notre petit quelque chose à apporter. Donc, plus on sera en tout cas nombreux à véhiculer des valeurs comme celle-ci, mieux ce sera. Et plus on participera à une industrie positive. Voilà. Et pour moi, donc effectivement, au-delà de mes clients, moi, ce qui est intéressant avec mon positionnement, c'est comment je permets à des agriculteurs de se lancer dans cette filière avec moi. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que les agriculteurs, si tu leur montres pas qu'il y a un débouché commercial, ils ne partiront pas avec toi. D'accord. Ce qui est normal. Eux, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. Ils vont pas planter une plante pour que dans 3 ans, tu dises non, en fait, j'ai changé d'avis, en fait, je veux de la banane ou je veux du karité. Donc, l'objectif, en fait, dans mon rôle, c'est de montrer aux agriculteurs que cette plante-là a un avenir en France. Et en fait, on a tellement vu de problèmes sur des filières où il y avait des personnes qui disaient « Ok, on va planter des monocultures, on va planter des hectares pas possible. » Donc, on a vu le cas sur la grenade et sur plein d'autres plantes, sur l'immortelle aussi en Corse. Ouais. C'est de se dire que dès le départ, on travaille sur tous les débouchés. Alors, ça prend plus de temps, mais c'est de se dire que quand l'agriculteur va planter, on a un business model qui leur permet de valoriser toute la plante, d'avoir aucune perte et de pouvoir se rémunérer correctement dès le début de la filière. Donc finalement, moi, mon impact, je le vois effectivement avec mes prospects et mes clients où je leur propose des ingrédients qui sont locaux, naturels et efficaces. Mais c'est aussi, et je crois que c'est hyper important pour moi, c'est de voir l'impact que j'ai quand j'échange avec des agriculteurs qui me parlent de la vigne, qui me parlent de leurs problèmes, et où moi, je leur dis, j'ai peut-être une solution. Aujourd'hui, voici le marché, voici comment je vois ma vision à 2, 3, 4 ans. Est-ce que vous voulez partir avec moi ? Et quand j'ai un oui en face, je suis hyper contente. Et ça veut dire que j'ai un vrai impact sur l'agriculture en France. Tu m'étonnes. C'est vraiment inspirant. Puis c'est vrai de vraiment embarquer, de vraiment prendre, de vraiment considérer tout le monde en fait. C'est ça. Et pour terminer cet épisode, quelles recommandations vous apporteriez à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans votre secteur ? Je dirais que, avant tout, être entrepreneur, c'est vraiment un état d'esprit. Parce que je pense que Clairement. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Dans le sens où il y a énormément, justement, de challenges. C'est le mot. Et en fait, on est vraiment chahuté et chamboulé de gauche à droite. Il faut vraiment faire preuve de résilience. Et tout à l'heure, comme le disait Anouk, en fait, je pense que c'est la passion qui prend le dessus. Parce qu'en fait, dans le parcours entrepreneurial, il y a des hauts, beaucoup de bas aussi. Ouais. Ce qui est important, c'est d'être très bien entouré, je pense, et toujours se rappeler de son why. Pourquoi on fait ça ? Tout à fait. Moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé dans les moments où ça allait moins bien. De se dire, attends, il y a quand même, tu fais quand même des choses superbes, il y a quand même une communauté qui est derrière toi et qui te soutient dans tout ce que tu fais. Parce que j'ai quand même fait plusieurs campagnes de crowdfunding, une communauté qui est toujours engagée dans les projets, en tout cas, que je développe. Mais aussi, ce que j'ai aussi envie d'apporter dans le marché, qui est pour moi quelque chose de très fort quand on parle justement de représentation. Donc encore une fois, c'est la motivation, l'entourage qui compte, faire preuve de résilience, bien s'entourer, bien penser son projet aussi, prendre le temps, parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir prendre le temps, anticiper aussi des choses, bien construire sa marque, anticiper les budgets, anticiper peut-être aussi les imprévus un peu. Ah oui. Aussi en écoutant les retours d'expérience des uns et des autres. Je pense que c'est important l'écoute et alimenter son réseau. Alimenter son réseau, parce que je pense que aussi c'est important de pouvoir se nourrir
d'expérience, se nourrir d'informations, ne pas hésiter à aller à des conférences. Moi, je fais beaucoup aussi de conférences. Ouais. Ça permet aussi d'ouvrir les réflexions sur des choses sur lesquelles on n'aurait pas forcément pensé, parce qu'on est aussi dans son truc tous les jours. Et ça permet aussi d'ouvrir d'autres horizons. Anouk, tu veux rajouter quelque chose ? Je trouve que tu as dit beaucoup de choses. Soyez des figues de Barbarie, quoi. c'est ça. Le mot de la fin. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que c'est pas... il y a énormément c'est que du bonheur, l'entrepreneuriat, parce qu'il y a énormément de positifs. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut aussi... la santé mentale est aussi importante. Je pense que c'est bien de le dire. Primordial même. Primordial. C'est important de s'écouter. Et de pouvoir s'accorder du temps pour soi. Oui, je pense que moi, mon plus gros apprentissage de ces dernières années en tant qu'entrepreneur, c'est en fait, personne ne nous attend. Donc ça veut dire que déjà, d'une part, il faut faire ses preuves, mais d'autre part, ta solution, là, ton idée, elle est très bien, mais ça va être l'exécution. Et dans un mois, rien n'aura changé. C'est-à-dire que si tu prends un peu plus de temps pour poser ton idée, en parler, échanger avec d'autres personnes, écouter les conseils et après faire son propre avis, je pense que c'est primordial de se dire qu'il faut du temps au temps et que l'idée, elle ne va pas disparaître et qu'elle va évoluer et que ça ne sera pas en un mois. Donc, il faut accepter d'être patient. Et la patience. La patience, ouais. Moi, je l'ai beaucoup aussi vécu à travers mon parcours. Et des fois, tu te dis, mince, ça fait déjà X temps que la marque est lancée. J'aimerais qu'elle soit à tel niveau. Mais en fait, il y a tellement de paramètres aussi à prendre en compte. Et je pense qu'on fait tous aussi face à ces paramètres-là. Ouais. Et justement, en échangeant aussi avec des personnes qui ont des entreprises aussi à succès, ça a aussi pris du temps. Parfois, c'est très rapide et tant mieux, mais parfois, ça prend du temps. Et il faut aussi faire preuve de patience et accepter ça, sans trop se torturer l'esprit à la course, à je ne sais quoi, puisqu'au final, il vaut mieux prendre le temps et faire bien les choses plutôt que courir et de se louper. Exactement, doucement mais sûrement, c'est mon credo, je le dis tout le temps. Et sans se poser non plus 3 millions de questions, il faut avancer. Il faut avancer, faut aussi avancer. Donc tu vois, c'est un arbitrage. C'est le jeu de l'équilibriste, c'est subtil. C'est ça. Merci à toutes les deux, merci Anouk, merci Kelly, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur justement la Clean Beauty. Merci pour vos expertises, pour vraiment votre partage d'expérience. Donc j'espère que ça va pouvoir en aider beaucoup, qui vont justement vous suivre vos pas et se lancer justement dans ce secteur-là. Merci Déby, merci Anouk. Moi je suis très contente d'avoir discuté et échangé avec vous. Merci à Linkel aussi, parce que c'est de très belles initiatives que de réunir et de lier des femmes entre elles. Tu vois, j'ai fait la rencontre d'Anouk. Et Kelly, on va rester en contact après. Parfait. Parce qu'il peut y avoir des synergies entre nous. Et puis, je suis très, très contente d'avoir fait sa connaissance. Et je pense qu'on a besoin justement de ce type d'initiative. Donc, merci de nous mettre en lumière aussi à travers toutes vos communications. Merci beaucoup Betty, merci à Linkel aussi. C'est un réel plaisir. Merci également au studio La Poudre de la Cité Audacieuse pour leur accueil. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Linkel fait sa table ronde. Bonne journée à tous.